Lorsque je suis arrivé comme étudiant à l'université à 17 ans, je sortais d'un collège catholique où il n'y avait que des garçons. Par conséquent, je me trouvais dans un tout nouvel environnement, pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi social. Bien entendu, comme beaucoup de mes condisciples à l'université, je n'avais jamais rencontré de femme. Ça paraît complètement absurde aujourd'hui, bien sûr, mais c'était très perturbant lorsque l'on commençait des études qui allaient nécessiter, bien sûr, la plus grande part de notre énergie. Nous étions donc des naïfs en la matière, et quelques années plus tard, lorsque je me suis lancé, j'allais dire à corps perdu, sans jeu de mots, dans la lecture des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, ce fut un monde inimaginable que je découvrais, même s'il remontait, bien sûr, à plus de 2 siècles à ce moment-là. J'étais d'autant plus étonné que je ne pouvais pas comprendre, pour moi qui manquais complètement de psychologie, comme on dit couramment, je ne pouvais pas comprendre qu'un homme, à savoir Pierre Choderlos de Laclos, avait pu se mettre dans la tête d'un personnage de fiction, la marquise de Merteuil, et aussi bien imaginer, en tout cas je le pensais, ce qui pouvait se passer dans la tête d'une femme appartenant à un certain groupe social à une époque déterminée. Pour moi, c'était quelque chose qui était de l'ordre du génie. Et je considère toujours que cette œuvre relève du génie, d'ailleurs. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de cette œuvre et qui, comme beaucoup d'autres, a dû marquer de très nombreuses générations, à savoir les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, qui a été publié en 1782. Pendant une quarantaine d'années, dans les années 1960, des années 1960 au début de ce siècle, le XXIe, cette œuvre a connu un certain succès au cinéma. En effet, en 1960, Roger Vadim lui consacre un film qu'il actualise dans le cadre de la société de son époque, donc les Golden Sixties. Ensuite, à la fin des années 1980, début des années 1990, 2 grands cinéastes consacrent chacun un film à cette œuvre. Ils la mettent en scène. Il s'agit de Stephen Frears et d'autre part de Milos Forman. Et enfin, en 2003, José Dayan, pour la télévision, sort un nouveau film en 2 épisodes, en 2 parties, qui aura également beaucoup de succès. Mon propos aujourd'hui, comme il s'agit au départ d'un cours pour mes étudiants de première année de lettres, sera conçu d'une manière que j'espère être pédagogique.
Donc, mon plan sera tout à fait traditionnel, je ne prétends pas innover en quelque manière que ce soit. Dans un premier temps, il sera question de la biographie de notre auteur, de Laclos. Ensuite, je vais replacer l'œuvre dans le contexte social et littéraire de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ensuite, je vais m'attacher à la structure de l'œuvre. Et enfin, je vais analyser une lettre très célèbre, la lettre 81, qui est datée du 20 septembre, et j'utiliserai à cette fin, pour lire l'extrait que je vais analyser, l'édition Garnier-Flammarion, dont la préface a été rédigée par René Pommeau. Pourquoi lire les liaisons aujourd'hui? Faut-il la lire parce qu'elle a constitué, au moment de sa publication, un roman scandaleux, ou parce que, du point de vue de l'historien de la littérature, et même des historiens tout court, des historiens généralistes, ce roman constitue-t-il un roman révolutionnaire à l'époque où il a été publié, comme on a pu le dire également du Barbier de Séville et du mariage de Figaro de Beaumarchais. Ces deux œuvres, ces deux pièces théâtrales étant pratiquement de la même époque, milieu des années 1770, début des années 1780. En fait, c'est à partir, donc c'est très tardif, c'est à partir des années 1880 que la critique littéraire s'est penchée sérieusement sur cette œuvre, sur sa valeur esthétique, et n'a plus cherché à aborder l'œuvre du point de vue moral. Parce qu'effectivement, les liaisons, pendant la plus grande partie du XIXe siècle, ont été interdites par le gouvernement français, et d'autre part, ou plutôt en liaison, des tribunaux ont interdit sa publication. Mais à partir de 1880, on peut dire que les éditions, ou plus exactement les rééditions depuis le début du XVIIIe siècle, se font nombreuses, et il y a un véritable engouement pour cette œuvre littéraire. Quelques éléments biographiques. Laclos appartient à un milieu à cheval entre la bourgeoisie et la petite noblesse. Il a 3 quartiers de noblesse, ce qui est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas pour entrer dans le grand monde. Apparemment, il fait de très bonnes études secondaires, et il est destiné à la carrière militaire. Il va donc entrer dans des écoles militaires avant de commencer une très longue carrière dans ce domaine. Cette carrière ne sera pas du tout brillante. Il va aller de caserne en caserne. Il sera chargé de construire ou de renforcer certains forts sous l'Ancien Régime, à l'époque de Louis XVI, et puis plus tard, comme artilleur à l'époque de Bonaparte. Ce dernier, d'ailleurs, va le confirmer dans un grade de général de brigade pour
surveiller les côtes de l'Italie du Sud que Bonaparte avait conquises à la fin du XVIIIe siècle. Et pour le reste, on peut dire qu'il s'agit vraiment d'une carrière terne. Terne, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est seulement à la fin de sa vie, au moment de la Révolution française, et plus précisément à partir de 1790, que, appartenant au cercle du duc d'Orléans, il va jouer un rôle secondaire, entendons-nous bien, à cette époque-là, mais du côté des révolutionnaires modérés, on peut le dire, il a failli le payer de sa tête lorsque Philippe Égalité, donc le duc d'Orléans, a été condamné à être décapité. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs lui-même a échappé à la mort à ce moment-là. Il avait été préalablement désigné comme commissaire par Danton. Il survit donc au 9 Thermidor. Sous le directoire, il n'a pas un rôle important, mais enfin, il est quand même nommé comme général. Et la fin de l'histoire, vous la connaissez. Je l'ai déjà relaté il y a quelques minutes en vous expliquant que Bonaparte va donc le choisir comme général de brigade. Mais enfin, il s'agit d'un général de deuxième catégorie. Et finalement, en 1803, Laclos décède de la dysenterie. Sur le plan littéraire, parce qu'au fond, c'est ce plan-là qui nous intéresse, c'est celui dans lequel il a brillé, et encore, et encore. Sa carrière dans le domaine, qui était un hobby, en fait, il n'a jamais vécu de sa plume, n'a pas été aussi remarquable que cela, sauf pour l'œuvre qui nous intéresse. Il a publié deux romans, deux opéras comiques qui n'ont pas eu de succès. Il publie en 1782, là, en revanche, les liaisons qui vont connaître un grand succès, mais un succès de scandale. Ensuite, il va commencer la rédaction d'un mémoire sur l'éducation des femmes qui ne va pas achever, qui ne sera pas publié. Et alors, dans les années 1790, en tout cas au début de ces années 1790, il va publier un ouvrage, plutôt un journal qu'il va diriger et qui est le journal des Amis de la Constitution. Donc là, il est très enthousiaste, très emballé par la Révolution française. Je vous propose maintenant de passer au deuxième point de mon plan, à savoir le contexte social et le contexte littéraire dans lesquels l'œuvre va s'inscrire. Je commence tout d'abord par le contexte social, à savoir, plus précisément, parce que c'est cela que je veux viser en ce moment, le libertinage au XVIIIe siècle. Alors le libertinage au XVIIIe siècle ne doit pas être confondu avec ce que mon maître Roland Craé distinguait du libertinisme, pour éviter toute confusion, qui est né dans la première moitié du XVIIe siècle. Le libertinisme, en fait, c'est un courant qui regroupe un certain nombre d'auteurs qui, évidemment, à cette époque-là, ne peuvent pas se déclarer comme athées. D'ailleurs, le furent-ils vraiment? On ne saura jamais, mais il était vraisemblablement, et qui critiquent l'Église, qui critiquent le comportement des faux dévots, et qui expriment ce que l'on peut appeler, déjà pour cette époque, un courant libre penseur. Ce sont donc des libres penseurs qui s'expriment sous le couvert, évidemment,
de pseudonymes, parce que c'est très dangereux pour eux, ou sous le couvert de fables, ils ne peuvent pas s'exprimer tels quels, parce qu'à cette époque-là, c'est tout à fait inimaginable, étant donné les liens étroits entre la monarchie absolue et l'Église, monarchie absolue, appelons-le, qui est légitimée par l'Église, puisqu'il s'agit d'une monarchie absolue de droit divin, le roi étant le lieutenant de Dieu sur terre, et par conséquent, il n'est pas question de critiquer l'unique religion officiellement reconnue, à savoir la religion catholique, parce qu'on sait que la religion protestante est la RPR, donc la religion prétendument réformée, va connaître de gros soucis à partir de 1828, et puis va être supprimée, les protestants vont être expulsés au moment de l'édit de Fontainebleau, donc lors de la fameuse révocation des Dix Nantes en 1685. Le libertinage, donc, au XVIIIe siècle, c'est quoi? Eh bien, en fait, sous la Régence, c'est une libération face à l'époque d'austérité qui avait prévalu sous le règne de Louis XIV, qui décède donc en septembre 1715, et sous le règne de Louis XV, qui lui-même est d'une certaine manière un libertin, les choses vont dans le même sens. Autrement dit, en particulier dans la noblesse, les mœurs sont celles que l'on peut imaginer, c'est-à-dire très libres, apparaît à ce moment-là un personnage particulier qui est au fond le libertin philosophe, celui qui, je dirais, pratique les deux aspects du libertinage, donc est à la fois un libertin au sens des mœurs et un libertin qui persifle donc la société, qui persifle l'hypocrisie des mœurs du temps et qui s'adonne effectivement à des mœurs assez libres. Sous Louis XVI, il y a un recul du libertinage, mais cela nécessite de la part des libertins une forme d'hypocrisie qui nécessite l'exercice d'une intelligence particulière. Et c'est à ce milieu-là qu'appartiennent les deux héros de notre histoire, à savoir la marquise de Merteuil et d'autre part le vicomte de Valmont. Maintenant, le genre épistolaire au XVIIIe siècle, c'est un genre neuf. On peut dire que jusqu'en 1730, les œuvres sont très peu nombreuses, sauf peut-être la publication en 1721 des lettres persanes de Montesquieu, qui connaissent un grand succès, mais ces lettres persanes ont un objectif philosophique, qui est celui de montrer la relativité du caractère absolu de la société dans laquelle vivent les Français, en la mettant en comparaison avec la société persane, puisque ce sont des Persans qui viennent à Paris et regardent avec une lorgnette et avec un regard donc tout à fait particulier, avec beaucoup d'acuité, cette société française qu'ils analysent et se représentent comme une société, bien sûr, tout à fait exotique. Il y a donc inversion des rôles. Ce n'est pas dans cette voie-là que Laclos va s'engager lorsqu'il va écrire son roman épistolaire, donc Les liaisons dangereuses. Après 1747, les choses vont évoluer très fortement. On peut dire que le premier roman épistolaire qui a du succès, à part le roman des Crébellion, ce sont les lettres d'une péruvienne, donc de 1747, qui connaît un grand succès.
L'année suivante, l'anglais Richardson publie Clarissa Harlowe, qui, à l'inverse des Lettres d'une Péruvienne, n'est plus un roman épistolaire monophonique. Il s'agit d'un roman épistolaire polyphonique où différents acteurs interviennent, écrivent donc des lettres. Il y en a effectivement 26, donc 26 correspondants dans ce roman de Richardson. Puis, en 1761, il y a bien sûr Julie, la publication de Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, où différents acteurs interviennent également, Julie, Claire et d'autres personnages masculins, entre autres, comme, comment il s'appelle encore, c'est Milord, Édouard, Milord, attendez, je vais essayer de retrouver son nom. Évidemment, je n'ai pas sous... Ah, peut-être ici. Non. Enfin, il y a toute une série de personnages qui interviennent, des hommes et des femmes, surtout des femmes d'ailleurs. Passons maintenant, troisième partie de mon développement, à l'analyse de l'œuvre. Cette analyse de l'œuvre va comprendre trois rubriques. Il sera d'abord question du résumé, parce que je crois qu'il est important de fixer un petit peu le cadre pour les auditeurs ou les auditrices qui n'auraient pas lu ce roman. Ensuite, je m'attacherai à la correspondance, puis à la structure de l'œuvre. Je commence donc ici par un petit résumé en essayant de caractériser les principaux personnages. On peut les divisé en deux groupes, d'une part les deux bourreaux et d'autre part les trois victimes. Les deux bourreaux tout d'abord, avec le premier de ces bourreaux, qui est le personnage central du livre, qui mène au fond toute l'intrigue, parce qu'il n'y a au fond qu'une seule intrigue, à laquelle est ramifiée des intrigues, mais qui sont reliées d'une manière ou d'une autre à ce personnage qui est la marquise de Merteuil. Elle a 25 ans, c'est un personnage dont le quotient intellectuel, dirions-nous aujourd'hui, est très supérieur à la moyenne et qui parvient à tirer les ficelles d'histoires qui sont relativement compliquées, même très compliquées, et à manipuler des êtres qui sont ses contemporains, des êtres humains, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs. Complice de la marquise de Merteuil, le vicomte de Valmont. Alors je dis complice, il n'a pas, bien que ce soit un homme extrêmement intelligent, c'est vraiment ce que l'on appelle, à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le dernier quart du XVIIIe siècle, un roué, c'est-à-dire quelqu'un qui est un libertin au sens classique du terme et courant du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise son intelligence pour mener des aventures les unes après les autres, mais en ne les menant pas de n'importe quelle manière. Il est l'esprit du mal, comme l'est d'ailleurs la marquise de Merteuil. Il le fait avec beaucoup de perversité face à l'innocence de certains êtres qui vont apparaître au fil du temps comme n'étant pas aussi purs que cela. Il a le même âge que la marquise de Merteuil, il a donc 25 ans. Maintenant, nous passons aux victimes. Il y en a trois. La première, la principale, c'est tout d'abord Madame de Tourvel, ou la présidente de Tourvel,
qui elle a 22 ans. Elle est donc relativement jeune aussi. Et d'ailleurs ici, je dois vous dire qu'au moment où j'ai lu ce roman épistolaire, je ne me rendais pas compte que j'avais l'âge, en fait, j'avais peut-être l'âge des bourreaux à ce moment-là, parce que je ne l'ai pas lu en étant vraiment en rentrant à l'université, c'est plutôt après en être sorti que j'ai lu ce roman. Et pour moi, qui était encore un grand naïf à ce moment-là, et je le dis, ben voilà, en toute humilité, je ne pouvais pas me rendre compte que ces héros avaient mon âge. Là, c'était quelque chose qui me paraissait sidérant, il me paraissait avoir tellement d'expérience par rapport à ma petite personne que je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. J'imaginais des êtres, des hommes et des femmes qui étaient nettement plus âgés. En tout cas, je parle ici, je dis bien, des bourreaux, de la marquise de Merteuil et d'autre part du vicomte de Valmont. Mais revenons donc à la présidente de Tourvel. Elle a 22 ans, elle tombe amoureuse du vicomte de Valmont, qui, pendant une période, va tomber lui-même amoureux, va tomber dans son propre piège, ce qui va évidemment rendre folle furieuse la marquise de Merteuil, qui va l'obliger d'ailleurs à rompre avec la présidente de Tourvel. Et là, il s'agit d'un personnage qui est le personnage antinomique de la marquise de Merteuil, puisqu'il s'agit d'une personne intelligente, très certainement, mais d'une personne très chrétienne, fervente, très morale, qui est, comment dirais-je, très, très pure. Elle n'est pas naïve, parce qu'à un moment donné, elle se rend compte que Valmont est en train de la manipuler, mais qui est vraiment l'opposé de la marquise de Merteuil. Et puis alors, il y a les deux petits genêts, les deux petits genoux, excusez-moi, qui effectivement, et pourtant, en termes d'âge, ils ne sont pas tellement plus jeunes que les héros, quoique, hein, à cet âge-là, quelques années font toute la différence. Il y a d'une part Danceny, le chevalier Danceny, qui a 18 ans, et alors la petite Cécile Volanges, qui... alors ces deux personnages sont les proies toutes désignées entre les mains d'une part de la marquise de Merteuil et d'autre part du vicomte de Valmont. La trame de l'histoire est la suivante, de manière extrêmement brève, donc tout à fait abrégée ici. Il y a deux très grandes parties, dans l'œuvre. D'une part, une première partie qui est marquée par une complicité étroite entre la marquise et d'autre part le vicomte. Cette complicité consiste en ceci. La marquise de Merteuil a été humiliée parce que un de ses amants l'avait abandonnée pour se fiancer, qui était à Cécile Volanges, la jeune adolescente dont je vous ai parlé, qui était donc destinée à l'épouser. Pour se venger de cet amant, la marquise de Merteuil fait appel à son vieil ami, qui a été jadis son amant, le vicomte de Valmont, en lui demandant de casser à tout prix cette relation donc entre Cécile et d'autre part l'amant qu'il a éconduit. Valmont, à ce moment-là, fait la cour à la présidente de Tourvel et refuse dans un premier temps, parce qu'il ne peut pas jouer sur deux tableaux en même temps. D'une part, courir derrière à Lièvre, à savoir la présidente de Tourvel, et courir aux yeux de celle-ci, derrière la
petite jeune, donc Cécile Volanges. Il refuse, mais à un moment donné, la marquise le force véritablement. Je passe les détails, ce serait vraiment trop long, sinon les auditeurs et les auditrices vont se perdre dans l'ensemble des intrigues. Finalement, Valmont accepte de séduire Cécile. Alors, s'ensuit, mais je vais revenir sur la structure de l'œuvre tout à l'heure, toute une série d'intrigues vis-à-vis de la présidente de Tourvel, vis-à-vis de Cécile Volanges. Danceny intervient dans l'affaire, bien entendu. Et puis, deuxième partie, c'est vraiment la fin du roman épistolaire. Le conflit s'envenime après la destruction de ces relations entre, d'une part, entre d'une part Cécile et la personne qui lui était promise, puisque Cécile tombe amoureuse effectivement de Valmont, d'autre part la rupture avec la présidente de Tourvel et Valmont, c'est lui qui, dans une lettre terrible, rompt avec la présidente de Tourvel, et donc une fois que l'intrigue est menée à sa fin du point de vue de la marquise de Merteuil, à partir de ce moment-là apparaît au grand jour la rivalité entre, d'une part, la marquise et le vicomte, ce qui conduit à leur autodestruction, puisque finalement la marquise, malade et ruinée, fuit à l'étranger. Valmont lui-même est tué par Danceny après la révélation par les deux principaux protagonistes, donc la marquise et le vicomte, des lettres qu'ils ont échangées. Donc Valmont est tué. Du coup, la présidente de Tourvel, qui s'était réfugiée dans un couvent, meurt également, un petit peu l'équivalent de Madame de Rênal, si vous voulez, et dans Stendhal. Et enfin, Cécile fait une fausse couche, je crois avoir fait le tour de tout le monde, donc Valmont meurt, la présidente de Tourvel meurt, Danceny fuit, voilà, je crois avoir fait le tour de tout le monde, mais enfin ça se termine soit par la mort, soit par la fuite, soit par le couvent. Voilà donc pour la trame de l'histoire. Je passe maintenant à la correspondance. Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Eh bien, parce que les personnages dont il est question, en tout cas les deux protagonistes, la marquise et le vicomte, n'existent que parce qu'il y a une correspondance. Et c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas tellement leur vie qui est exposée dans ce roman épistolaire, c'est essentiellement les manœuvres qui leur permettent, leurs manœuvres respectives, qui leur permettent de penser constamment à des moyens d'arriver à leur fin. Donc ce sont en fait deux démons, si vous voulez, pour simplifier et caricaturer les choses, qui s'entretiennent et qui ne peuvent exister que parce qu'ils sont en train d'intriguer. C'est leur raison d'être. L'organisation maintenant des échanges épistolaires. Les lettres ne sont pas publiées n'importe comment. Bien entendu, il y a une trame chronologique qui suit une logique de l'histoire. Évidemment, une conséquence ne peut jamais que suivre une cause, ça va de soi.
Et donc il y a un respect de la chronologie qui est logique. Mais il y a des juxtapositions parce que finalement il y a plusieurs personnages qui interviennent, des juxtapositions qui ne sont pas le fruit du hasard, des juxtapositions qui sont nécessaires à l'économie, à la logique de cette œuvre. Donc la place que les deux thèmes principaux, qui sont d'ailleurs liés, occupent dans cette œuvre, d'une part donc la perversité et d'autre part l'innocence, eh bien ces thèmes, je dirais, n'ont pas des places quelconques, et c'est justement la place des lettres qui permet de faire avancer, je dirais, le drame, parce qu'on peut parler d'un véritable drame, il s'agit d'une pièce de théâtre en fait. L'action, puisque je viens de parler de théâtre, comprend 4 parties. Et ces 4 parties correspondent justement aux 4 tomes, aux 4 volumes que Laclos avait prévus pour la publication, et pas seulement pour des raisons matérielles de dimension de l'œuvre, donc pour des raisons d'impression ou des raisons qui sont liées, je dirais, à la tradition éditoriale de cette époque. Alors, quelles sont ces 4 parties, si l'on analyse et si l'on considère justement les liaisons comme une véritable pièce de théâtre? Il y en a 4 donc. Une première partie qui est ce que l'on pourrait appeler l'exposition, pour reprendre des termes qui remontent à l'Antiquité gréco-romaine et qui ont été théorisés entre autres choses par Cicéron, auquel les classiques se réfèrent, ainsi qu'à Aristote, alors là qui remonte encore plus haut. Il y a dans l'exposition 2 intrigues que l'on voit se nouer. D'une part, l'intrigue entre Cécile et Danceny, qui effectivement, alors là c'est encore un autre point, c'est-à-dire il y a d'abord l'amant, un premier amant qui doit comment dirais-je, dont se venge la marquise de Merteuil, qui devait épouser Cécile Volanges. Ensuite, Cécile Volanges s'éprend du chevalier de Danceny, et le vicomte de Valmont est mandaté, excusez-moi l'expression, par la marquise de Merteuil pour mettre fin à cette romance et pour donc faire rompre la relation entre, d'une part, l'amant qui avait éconduit la marquise de Merteuil et d'autre part Cécile Volanges. Une autre intrigue se noue également, puisqu'il y a 2 intrigues en parallèle, mais je vous ai dit que tout cela est mêlé, et c'est la marquise de Merteuil qui tient tout cela en main. Une seconde intrigue se met en place dans l'exposition, c'est la relation entre le vicomte de Valmont et d'autre part la présidente de Tourvel, dont je vous ai déjà parlé. Deuxième partie dans l'action, c'est la montée des périls. Alors cette montée des périls, c'est en fait une partie assez longue dans le roman, qui couvre de nombreuses lettres, et dans laquelle se trouve justement la lettre 81 du 20 septembre, que je vais analyser avec vous tout à l'heure. L'action est très lente dans cette partie-là, mais il y a en tout cas un personnage qui y occupe une activité incessante dans l'organisation des intrigues, c'est bien entendu la marquise de Merteuil. Troisième partie, le nœud, comme dans une tragédie, le nœud. Il s'agit en fait de la relance du mouvement dramatique qui conduit effectivement à la victoire du vicomte de Valmont, d'une part
sur la présidente de Tourvel, qui est tombée amoureuse de lui, mais lui-même, je vous l'ai dit, s'était épris de la présidente de Tourvel, et c'est la marquise de Merteuil qui lui donne l'injonction de rompre dans une lettre terrible avec la présidente de Tourvel, et d'autre part la victoire de Valmont également sur Cécile qui tombe dans ses bras. Enfin, quatrième et dernière partie, donc après l'exposition, après la montée des périls, après le nœud, le dénouement, tout à fait logiquement, comme dans toute pièce de théâtre et d'ailleurs dans tout roman. Alors, c'est le moment paroxystique de l'œuvre. On y voit une succession d'événements tragiques que j'ai développés tout à l'heure en expliquant la trame de l'histoire et sur laquelle je ne reviendrai donc pas maintenant. S'agit-il maintenant d'une œuvre classique? Alors là, ce n'est pas par souci de classification que je pose le problème, mais effectivement, il y a lieu de se poser la question quand on voit l'organisation et la structure même de l'œuvre. Peut-on dire que la règle des trois unités y est respectée? Alors là, plus ou moins, mais ce qui est sûr, c'est que Laclos s'en rapproche. On va d'abord considérer l'unité de temps. Bien sûr, il ne s'agit pas, comme dans les pièces de Racine, d'une action qui se passe en une seule journée, de l'aube jusqu'au crépuscule. Bien sûr. Mais il y a une volonté manifeste par la réduction du nombre des lettres tout à fait consciente et volontaire de Laclos qui conduit à un resserrement dans le temps de l'histoire qui s'étale sur plus ou moins 5 mois. D'autant plus, il y a des dates précises aux lettres, ce qui est un élément supplémentaire qui rapproche d'une certaine manière, en tout cas, mais il ne faut pas pousser le bouchon au fond de l'encrier, du théâtre classique, et qui l'éloigne de la même manière du théâtre baroque. Mais entendons-nous bien, il s'agit bien d'un roman épistolaire, hein, je n'ai pas dit qu'il s'agit de théâtre ici. Alors il y a ensuite l'unité de lieu. Alors, il y a plusieurs lieux, effectivement, mais il y aurait pu en avoir beaucoup plus, étant donné comment dirais-je, le groupe social auquel appartiennent les différents membres du roman. En fait, il y a d'une part différents lieux à Paris, et il y a d'autre part un château, celui d'un personnage secondaire qui est Madame de Rosemonde. En ce qui concerne l'action, maintenant, il y a peu de personnages, relativement peu pour un roman, alors que les intrigues sont très compliquées. Ensuite, l'action est organisée par un seul personnage, la marquise de Merteuil. Je vous ai expliqué, j'y ai insisté, sur le fait qu'il y a au fond une intrigue à laquelle se rattachent d'autres intrigues, mais il y a quand même un point de départ sur lequel Laclos se focalise dans son roman épistolaire, qui est basé sur une vengeance. Tout part d'une vengeance au départ. La question est de savoir si la vengeance est le vrai motif. Alors de quelle vengeance s'agit-il? Alors il s'agit d'une vengeance contre un autre homme. Alors d'un point de vue psychanalytique, on pourrait se poser, est-ce que ce n'est pas la vengeance contre tous les hommes, contre l'agent masculine? Je vais y revenir un peu plus tard. Et que derrière, bien entendu, tous les hommes, il y a l'homme qui est le père. Mais il n'est pas question, en tout cas, du père ici dans le roman. Tout ceci conduit à un processus fatal
et l'amitié, la complicité entre les deux héros va dégénérer vers une rivalité extrême qui conduit à la mort de l'un et à la fuite, comment dirais-je, lamentable de l'autre, la marquise de Merteuil. Je vous avais promis dans l'introduction qu'après avoir resitué la biographie de Laclos, après avoir défini le contexte social et littéraire dans lequel s'inscrit l'œuvre, j'allais vous parler successivement de l'analyse de l'œuvre et puis, pour être un peu plus concret, que j'allais analyser un passage le plus célèbre de l'œuvre de Laclos, à savoir la lettre 81 du 20 septembre, dans laquelle la marquise de Merteuil fait son autoportrait, dans lequel elle exulte véritablement, lettre qu'elle écrit donc au vicomte de Valmont, son vieux complice. On est ici dans la deuxième partie de l'œuvre, c'est-à-dire le moment où l'œuvre marque un tempo, et donc où il y a une certaine relâche dans l'action, même si, comment dirais-je, l'intrigue est toujours fortement soutenue par les manœuvres de la marquise de Merteuil. Je vous ai dit que j'allais vous lire un extrait des liaisons. J'utilise la page 172 dans l'édition Garnier-Flammarion. C'est donc la marquise qui parle et qui s'adresse au vicomte de Valmont. Entré dans le monde, dans le temps où, fille encore, j'étais voué par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. J'insiste sur ces mots. Oui, ça c'est de moi, bien entendu. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait à me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler. Forcé souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que vous louez si souvent. Encouragé par ce premier succès, je tâchai de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires, pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillé avec le même soin, et plus de peine, pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre, sur ma physionomie, cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonné. J'étais bien jeune encore, et presque sans intérêt. Mais je n'avais à moi que ma pensée. Et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Muni de ces premières armes, j'en essayai l'usage. Non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Sûr de mes gestes, j'observais mes discours. Je réglais les uns et les autres suivant les circonstances,
ou même seulement suivant mes fantaisies. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, et je ne montrai plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir. Fin de l'extrait. On voit que cet extrait est un chef-d'œuvre sur le plan psychologique. Cette œuvre est-elle un tournant? Peut-être pas comme on l'a dit, mais en tout cas, il s'agit d'une révélation aux yeux du lecteur et des lectrices. Et par conséquent, il s'agit d'y accorder une attention toute particulière. Commençons donc l'analyse par une petite introduction. Je vous ai dit qu'il s'agit, et c'est clairement affiché, d'un autoportrait de la marquise. Le caractère de celle-ci apparaît sous la forme d'une femme qui veut se venger de quelque chose. Précède cet extrait, je ne vous ai pas lu toute la lettre parce qu'elle est quand même un petit peu longue, c'est la vengeance effectivement contre les hommes. Et d'ailleurs, ça apparaît au début de l'extrait que je vous ai lu. Il s'agit d'être à armes égales avec les hommes. Elle, cette fille qui a vécu dans le rôle qu'on lui assignait, comme toutes les femmes d'ailleurs, c'est-à-dire un rôle de passivité. Elle veut se venger et elle met au point de manière presque diabolique ou machiavélique une méthode qui va lui permettre de se maîtriser. Elle va donc mener à sa perfection le libertinage, qui n'est pas simplement une activité, je dirais, qui réjouit le corps, comme on pourrait l'imaginer, mais qui est avant tout un jeu de l'esprit. Même si cette pièce de théâtre a été écrite avec une toute autre optique, souvenez-vous quand même de ce titre de la pièce de Marivaux, Les jeux de l'amour et du hasard. Ici, le hasard n'a pas de place, puisque tout va être, je dirais, déterminé à l'avance par la marquise et par le vicomte de Valmont. On peut dire qu'il s'agit d'un exercice pratique sous une forme littéraire de ce qui a été théorisé par les philosophes du XVIIIe siècle, anglais et français, donc ces philosophes qui accordent une place prépondérante à l'expérience, l'expérimentation et au rôle des sens, autrement dit, la philosophie sensualiste du XVIIIe siècle, mais en tenant compte, bien entendu, des acquis de la philosophie rationaliste cartésienne qui se met en place dans la première moitié du XVIIe siècle. Je pourrais donc vous montrer, parce qu'il s'agit vraiment, on l'a compris dans cet extrait, d'un véritable discours de la méthode, bien entendu. Quand vous lisez le discours de la méthode et les méditations, les méditations de la première philosophie, donc de 1641 de Descartes, vous allez voir qu'il s'agit ici vraiment d'une application pratique. Cet extrait pourrait être utilisé, d'ailleurs, à mon sens, aussi bien par les professeurs de philosophie que par les professeurs de littérature, parce qu'il s'agit d'une illustration de cette philosophie donc, qui a tant de succès dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et parmi laquelle
ces philosophes parmi lesquels on trouve bien sûr Helvétius qui publie son traité de l'esprit. Maintenant, quels sont les traits de caractère? On va essayer d'entrer un peu plus dans les détails, entrer en profondeur dans cet extrait qui est au fond déjà assez explicite. On voit que ce caractère est déjà apparent, mais apparent dans la lettre, puisque toute la philosophie, si je puis dire, l'objectif de la marquise de Merteuil est de le cacher au grand public. Donc ici, elle se révèle, elle lève le voile au sens littéral. Donc, deux aspects. Il y a d'une part l'aspect méthodique, et il y a ensuite ce qui concerne les moteurs de son action. Alors, sur le plan de la méthode, on a vu qu'elle met en avant d'une part l'observation et la réflexion. Ce sont ces termes mêmes. Elle parle d'observer et elle parle de réfléchir. Quand elle était jeune, il s'agissait donc pour elle de comprendre la réalité sous les apparences. Elle a bien compris, quand elle était très jeune, que tout cela, que le monde, la société dans laquelle elle se trouvait, n'était qu'une grande mise en scène, une sorte de farce au fond, qu'il fallait comprendre, mais avec un objectif, sur lequel je vais revenir, et sur lequel elle-même revient. Ensuite, elle parle de dissimulation. Donc c'est le deuxième élément, le troisième plutôt, qui intervient dans sa méthode. 1. Observer. 2. Réfléchir. Et puis que fait-on de cette observation, de cette réflexion? Elle va servir à la dissimulation pour parvenir à ses fins. L'objectif étant de surpasser les hommes. Donc pas seulement les égaler, mais les surpasser. Je ne veux pas faire ici de la psychanalyse à 5 centimes, mais on peut parler d'une femme phallique, c'est-à-dire d'une femme très féministe, mais qui veut se donner les attributs d'un homme, justement. Elle ne veut pas rester une femme, justement. Elle veut avoir les attributs d'un homme. Alors, quel homme? J'ai lancé la piste tout à l'heure, mais ici, il ne s'agit pas de faire la psychanalyse d'un personnage, parce que quand même l'auteur est bien un homme dans l'affaire. Mais il y a des auteurs qui ont fait comme ça la psychanalyse des personnages, dans le cadre de la, comment dirais-je, de la critique psychanalytique. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet, et donc je m'abstiendrai donc de faire des commentaires. Mais ceci l'a conduit à une forme de mégalomanie. Et nous passons donc au moteur, après avoir parlé de la méthode qu'elle se donne progressivement dans le cadre de son auto-éducation. Donc on est tout à fait dans un monde qui n'est pas celui du mythe du bon sauvage de Rousseau, quoique on peut considérer que, sauf qu'il ne s'agit pas du même objectif. Dans le mythe du bon sauvage, c'est l'idée que l'homme naît bon et que c'est la société qui le corrompt. Alors ce n'est pas contradictoire avec ce qui est décrit par Laclos, sauf que ici, l'homme, ou plutôt la femme, ou l'homme quand il s'agit de Valmont, deviennent mauvais, effectivement, par réaction à la société, mais ils poussent cet avantage jusqu'au bout, si je puis dire, et donc ne sont pas du tout dans le mythe rousseauiste. Alors, les moteurs, c'est d'une part la révolte et d'autre part l'hubris. Dans un premier temps, il y a donc la révolte contre les hommes qui placent les femmes dans un statut d'infériorité. Donc l'idée de départ
est tout à fait compréhensible, c'est une femme qui veut se venger du statut qu'elle a. Entendu, mais on va voir que ce n'est pas aussi simple que cela. On voit que dans cette lettre, elle ne se prend pas pour n'importe qui, parce qu'en s'analysant, elle affirme très clairement devant Valmont qu'elle est quelqu'un, un être tout à fait supérieur. Elle pratique, elle se voit dans le miroir à ce moment-là. Son attitude est extrêmement narcissique. Elle ne rivalise pas seulement avec Valmont, elle rivalise avec le Créateur qui a donné aux hommes, au sens le plus large, hommes et femmes, un certain nombre de caractéristiques, mais qu'il ne faut pas chercher à dépasser. Elle se situe donc comme Prométhée dans un contexte où elle commet le péché suprême, qui est le péché d'Oubris. Ce péché d'Oubris qui, chez les Grecs, est la faute suprême, Oubris qui veut dire en grec la démesure, puisqu'il s'agit de sortir de l'état qui est le nôtre, qui correspond à notre nature, à notre essence. Prométhée l'avait payé chèrement en étant condamné par Zeus à avoir le foie dévoré par un vautour, alors que lui-même était enchaîné sur un rocher. Ensuite, on voit quelles sont les limites de sa révolte. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une révolte solidaire, il ne s'agit pas d'une révolte qui pourrait conduire à un retournement général des rapports entre les sexes. Elle se bat pour elle-même. Donc, il n'y a pas de solidarité, d'autant plus qu'elle pratique le chantage, et l'on sait que le chantage est l'arme des faibles. Enfin, elle a surtout besoin du regard de Valmont, du regard d'autrui, à qui elle dévoile en fait sa stratégie, puisqu'il s'agit vraiment d'une stratégie, il s'agit d'une guerre qu'elle est en train de mener, et pas seulement d'une bataille. Donc, ces trois derniers éléments que je viens de mentionner, le fait qu'elle est égoïste, elle ne travaille pas pour l'ensemble des femmes, le fait ensuite qu'elle pratique le chantage, et enfin, le fait qu'elle a besoin du regard des autres, prouve que son combat est un vain combat. Elle ne gagne pas, finalement. Elle ne gagne pas. Conclusion. Cet orgueil pathologique, loin d'arriver à une situation sereine, et on peut imaginer que ce serait, même si ce n'est pas dit explicitement, même si c'est implicitement l'objectif de son combat, en fait ne fait que relancer la guerre des sexes. D'où la dernière partie de ce roman épistolaire qui est qui conduit à un véritable carnage, qui conduit à une défaite pour elle d'abord, puisqu'elle fuit en fait le champ de bataille sur lequel elle se complaisait tellement. Conclusion générale de l'exposé que je viens de vous faire. Tout d'abord, quelles étaient les intentions de l'auteur? Alors, les intentions de l'auteur, je dis bien vraisemblablement, parce que si on lit sa préface, ce n'est pas vraiment ce qui est affirmé explicitement. C'est d'établir, de révéler le lien entre, d'une part,
le mal et l'intelligence. Parce que, qu'il s'agisse de la marquise de Merteuil ou qu'il s'agisse du vicomte de Valmont, c'est bien le lien entre le mal et l'intelligence qui est mis en avant. Ensuite, et je viens l'expliquer dans le cas de la marquise de Merteuil, il y a bien des faits du mal. Maintenant, passons aux raisons du succès de cette œuvre. C'est que, pour la première fois, et c'est en cela sans doute que ce roman constitue une véritable révélation, ou je dirais même révolution, il s'agit d'une révélation de la cruauté du jeu amoureux. Jusqu'alors, le jeu amoureux paraissait être un jeu où l'érotisme intervient, mais un érotisme pur. Ici, l'érotisme dont il est question, la jouissance dont il est question dans cette œuvre, est une jouissance qui relève de la perversité. On est donc dans un monde qui n'est plus celui où baignent les jeunes, celui de l'innocence, celui de la pureté, mais bien celui d'un monde cruel. On est donc à la fin d'une croyance. C'est intéressant parce que cette œuvre date de 1782. La Révolution débute 7 ans plus tard. On sait que cette révolution part sur de très beaux principes. Pensez en particulier à cette superbe déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et puis cette révolution qui va se terminer dans le sang. Cette révolution qui va révéler que derrière les plus nobles esprits, ceux considérés comme tels, il y a peut-être des êtres intrigants, d'où les polémiques qui ont pu apparaître et qui apparaissent toujours concernant le caractère de Danton ou le caractère de Robespierre. Ce livre donc annonce et prémonitoire d'une vision différente de l'enfance, de l'adolescence, et annonce, je dirais, les travaux de Sigmund Freud, qui, dans des essais célèbres, a montré que l'enfant, contrairement à ce que l'on affirmait jusqu'alors, n'est pas cet être pur, cet être innocent aux yeux de la morale traditionnelle et de la religion, mais que l'enfant lui-même est capable d'intrigue, que l'enfant lui-même peut être cruel, et surtout que l'enfant, que c'est pendant l'enfance que se forment les perversions. Dès l'âge, dès le stade oral, surtout au stade anal, et par la suite. Donc il ne faut pas remonter simplement au stade édipien, celui qui est mis en évidence, qui est au cœur de la théorie freudienne, mais il faut remonter avant 3 ans, avant 2 ans. Voilà. Donc c'est une étape dans la compréhension de la psyché humaine, et je crois que c'est tout le génie de Laclos que de le révéler, mais il le révèle non pas en scientifique, même si la méthode de la marquise de Merteuil est apparentée à une véritable méthode scientifique, mais parce qu'il écrit admirablement bien
c'est un génie sur le plan littéraire avant tout. Comment dirais-je, les liaisons de Laclos font certainement partie des 10 œuvres que j'ai le plus aimées dans ma vie, et j'en ai aimé beaucoup. Il me reste à vous montrer maintenant quelques livres qui n'ont pas encore été présentés jusqu'à présent. Tout d'abord, bien sûr, comme toujours lorsqu'on veut aborder une œuvre célèbre, dans la mesure où il y a en tout cas un petit livret sur le sujet, le petit profil d'une œuvre publié chez Hatier. Alors, une œuvre épistolaire que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, mais qui fait partie de la préhistoire, je dirais, non pas de la préhistoire, vraiment de l'histoire du genre épistolaire, et qui a joué un tellement grand rôle dans la naissance du romantisme. Il s'agit évidemment des souffrances du jeune Werther, Die Leiden des jungen Werthers. Je vous le présente ici en édition bilingue, la vieille édition bilingue que j'ai achetée il y a bien longtemps. Vous pouvez le voir ne fût-ce qu'aux taches d'humidité qui apparaissent sur la couverture, que j'ai lu alors là quand j'étais adolescent. Mais je me souviens quand j'étais adolescent que à sa lecture je trouvais que ce roman épistolaire, puisqu'il s'agit bien d'un roman épistolaire, c'est pour ça que je vous le montre, révélait des sentiments qui n'étaient rien à côté des douleurs que moi-même je ressentais. Inutile de vous dire que j'ai eu une adolescence et une jeunesse particulièrement torturées. Alors dans le genre du personnage qui séduit les femmes pour le plaisir de les séduire, il y a bien tenu le genre donjuanesque, dont un des premiers, ce n'est pas le premier, un des premiers qui l'a illustré, c'est Tirso de Molina, déjà au XVIe siècle, en Espagne, donc dans son Abuseur de Séville, donc en espagnol, El Burlador de Sevilla. Alors, il y a eu de multiples pièces de théâtre, romans construits, surtout des pièces de théâtre, sur cette thématique de Don Juan. Otto Rank, le psychanalyste, disciple de Freud, en a fait d'ailleurs une psychanalyse, un essai de psychocritique extrêmement intéressant. Bien entendu, on pense au Don Juan de Molière, qui est déjà un libertin, qui n'appartient à un libertin dans le sens de libertinage, bien qu'il soit lui-même quand même, en tant qu'athée, un libertin dans le sens du libertinisme. Il a les deux caractéristiques encore. Alors il y a bien sûr du côté britannique, dans la première moitié du XIXe siècle, le Don Juan de Byron, le grand romantique britannique. Et alors, comme c'est sans doute ce qui le rend le plus, comment dirais-je, qui rend le thème le plus connu à notre époque encore, qui lui a donné le plus grand succès, me semble-t-il, à côté du Don Juan de Molière, en tout cas pour les francophones, c'est cet opéra écrit un peu plus tard que Les Liaisons dangereuses, qui date de 1782, c'est bien sûr le Don Giovanni de Mozart, avec le livret de Lorenzo da Ponte. Je vous en montre ici une édition très célèbre, qui est celle où Don Giovanni est joué par Ruggiero Raimondi,
avec évidemment toute une série de très très grands chanteurs du siècle passé, Kiri Te Kanawa, Teresa Berganza, entre autres, et notre compatriote José Van Damme, bien sûr. Alors, pour le contexte maintenant, je poursuis avec le contexte de l'histoire des idées. Un numéro de XVIIe siècle avait été consacré en 1980 à aspects et contours du libertinage, mais au XVIIe siècle. Je vous ai dit, c'est un numéro très important sur le sujet, avec une contribution de René Pintard, qui est l'auteur d'une grosse thèse de doctorat, rééditée chez Satkin, même il y a déjà maintenant 35 ans, le libertinage érudit dans la première moitié, oui, quand je dis 35 ans, oui, c'est ça, le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle. Donc c'est une thèse de 750 pages en petits caractères. Mais là, il s'agit bien, entendons-nous bien, donc du libertinage juridique. Donc c'est ce que moi j'ai appelé, ou de ce que l'on appelle parfois le libertinisme, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, du point de vue matérialiste, une analyse des romans du XVIIIe siècle, publiés par les éditions sociales dans le cadre des rencontres du Centre d'études et de recherche marxiste. Donc ça, c'est un autre point de vue. Il y a 2 contributions sur la Nouvelle Héloïse, donc sur ce genre épistolaire dont il a beaucoup été question ici. Et alors, pour le contexte général, de Daniel Roche et Fayard, La France des Lumières, la noblesse quotidienne de la noblesse française, la vie quotidienne de la noblesse française au XVIIIe siècle, par François Bluch, Hachette Littérature. Alors, la vie quotidienne en France au temps de la Régence, de Jean Meyer, chez Hachette. Oui, la Régence, je vous en ai parlé lorsque j'ai abordé le libertinage au XVIIIe siècle, et c'est à ce titre que je vous montre ce livre. De Guy Chaussinan-Nogaret, La noblesse au XVIIIe siècle, de la féodalité aux Lumières, aux éditions Complexes, qui a porté, au moment où cet ouvrage a été écrit, un regard tout à fait neuf sur le rôle de la noblesse, qui n'était pas seulement cette classe parasite, comme on l'a souvent représentée, mais qui était très active dans la promotion du libéralisme, et qui est, comment dirais-je, a été un des fers de lance du capitalisme en France. Enfin, de Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, aux éditions du Seuil, dans la collection L'univers historique. J'ai dit.